Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cet épisode de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode série qui est consacré aux 3 premiers épisodes de la série de la saison 2 de Andor. Je suis Jeff et ce soir, je suis accompagné de Danny et Sébastien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jeff. Alors, pour vous rappeler, d'abord, là, on parle des épisodes 1 et 3. Si vous voulez avoir un aperçu général de notre critique de la saison 2 au complet de Andor, il y a le Star Wars en direct express que vous pouvez aller visionner, qui est disponible, qui est sans spoilers, donc on ne va pas en détail, mais si vous voulez savoir nos critiques générales de la saison. On rappelle aussi notre fameuse boutique de Star Wars en direct avec le nouveau chandail dédié à la Star Wars Célébration au Japon. Design vraiment très beau. Très beau travail, Danny. Il est vraiment très beau. Merci. C'est ça. Et Seb qui est au Japon. Non, pas vraiment. Oui. Seb qui est au Japon avec un green screen de son appartement d'ailleurs. Donc, cet épisode-ci, c'est un épisode spoiler. Donc, je veux le mentionner. On va vraiment là, en détail avec nos critiques et tout. Donc, il n'y a pas de section non-spoilers. Si vous voulez, comme je disais plus tôt, non-spoilers, allez voir le Star Wars en direct express. Donc, les épisodes 1 à 3 de la deuxième saison de Andor sont parus aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, excuse, le 22. Demain. Ils paraissent demain, le 22 avril. Heure Québec, je crois que c'est 9h qu'ils ont mentionné. 9h le soir, heure Québec. Donc, très tôt dans la nuit pour nos amis en Europe. Personne au Québec va l'écouter jusqu'à minuit le soir. De 9h à minuit, écouter les 3 épisodes. Oui, parce que les 3 épisodes sont en moyenne 45 minutes chaque, sans le générique. Donc, c'est quasiment 2 heures, c'est ça. Il va va être fatigué au bureau le lendemain. Oui, exactement. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Oui. Donc, les épisodes 1 et 3 sont écrits par Tony Gilroy, le créateur de la série, et le réalisateur est Ariel Clement. Il n'y a pas de titre pour les épisodes. On ne sait pas s'il va y avoir un titre qui va être ajouté, mais pour le moment, il n'y en avait pas pour la première saison. Non, je pense qu'ils l'appelaient par épisode 1, épisode 2. Ouais. Fait que ça, c'est une autre chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont continuer avec épisode 13, 14, 15, 16, 17, ou ils vont recommencer à saison 2, épisode 1, épisode 2? Ouais. J'ai un pressentiment que ça va être 13, 14, 15, 16. Oui, probablement. Aussi, une chose à mentionner, c'est que cette série, ces 3 épisodes qui est une histoire, se déroulent 4 ans avant la bataille de Yavin. Donc, c'est ça. Alors, on va y aller avec nos critiques. Danny, si je te laisserai commencer avec ta critique de ces 3 épisodes. Écoute, ça commence en pleine action, carrément. C'est avec spoilers. Donc, c'est le vol du TIE Fighter. Donc, on commence en force. Donc, le TIE Fighter que vous voyez dans la bande-annonce. Et puis, après, on rétablit où sont certains personnages de Ferrix. Donc, où est-ce qu'ils sont rendus après les événements sur Ferrix à la fin de la série. Donc, il y en a 3 personnes. Donc, tu as Bix qui a survécu, Willman et celui qui a les marteaux. Brasso. Qui sont ensemble. Cassian, lui, est parti sa mission. C'est ça. 4 si on... Cassian, 4, 5 si on compte Bimo. Ah, ouais, qui est Bimo, le droïde. Le petit droïde. Donc, plein d'actions en partant. Après ça, ça se restabilise. C'est vraiment un peu plus, comment dire, on rétablit où sont ces gens-là. Et après ça, on saute à l'Empire en train de manigancer. C'est excellent. On voit à quel point l'Empire sont en... J'ai réalisé qu'il n'y a pas juste l'Empereur qui est bright, là. Ça doit venir un peu de l'Empereur, cette idée-là, mais ils sont smart. C'est-à-dire, ils sont là pour récupérer des minéraux d'une autre planète, etc. Donc,
vous allez voir, sont très manigancieux et Krennic est là à ce moment-là et il fait très confiance à Deidre. Donc, c'est là qu'on la voit en premier, à Deidre. J'irai pas... Je vais survoler en général parce que on va aller par bloc après, mais c'est la manigance pure et simple pour atteindre un objectif. Je me voyais comme dans un meeting avec Trump, là. Quasiment. Comment qu'on va faire pour récupérer ces minéraux à un 51e État, whatever. En tout cas. C'était des tarifs. C'est ça, non, mais... puis bien sûr, il y a tout le côté... le mariage aussi, que j'ai beaucoup aimé. C'est très grandiose. Puis là, ça reste plus la vie personnelle de Mon Mothma. On voit, oui, Luton est là, puis Luton essaie de communiquer avec... Clea essaie de communiquer avec Andor, mais il y a des problèmes. Puis on voit un peu aussi la dynamique avec Perrin, son mari, qui est comme... tu sais... Tu vois pas certain, tu sais. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on le voit, un peu la dynamique. T'as Mon Mothma avec sa fille, vraiment, qui, tu sais, comme tu vois l'esprit maternel de Mon Mothma, qui est intéressant à voir. Donc, on voit comment maternelle elle est, puis comment elle a les valeurs que tu as besoin pour être une leader plus tard de la rébellion, parce qu'on voit comment elle s'entoure, puis elle se défait les cheveux lousses un petit peu, tu sais, comme elle est capable de s'amuser aussi. Ah, et aussi pour oublier certaines choses, parce qu'elle réalise que, ouf, de plus en plus ça va, plus ma vie est en danger. Donc, tu sais, comme elle voit qu'il y a des manigances qui commencent à se faire autour d'eux. Et puis, ça commence à sentir la soupe chaude, comme on dit. Donc, de ce côté-là, écoute, c'est très, très complexe. Écoute, même moi, il y a des bouts que je manquais. Je sais pas si parce que mon anglais n'était pas excellent ou je me donnais des illusions. On va en parler quand on va être dans la partie mariage, entre les deals avec le banquier puis toutes ces choses-là. J'ai adoré. Écoute, puis la grosse surprise, parce qu'on suit Cassian qui vole le TIE Fighter puis qui s'en va, puis il est supposé aller déposer le TIE Fighter à quelque part pour que quelqu'un faire un transfert de pilote, puis que l'autre personne l'amène ailleurs. Mais oups, cette planète-là, il y a une guérilla dessus, puis là, il y a un conflit interne. Mais t'as une grosse surprise à la fin de savoir quelle planète il était en fait. Je vais retenir l'information. Mais écoute, de la façon qu'il saute, ça saute très très vite. Hein? Là, on fait les 3 épisodes en même temps, mais ça saute très très vite d'une place à l'autre, etc. Manigas, autant Luton qui cherche, puis tu vois déjà la tension entre Luton et Cassian qui commence. Parce que, tu sais, Luton cache des choses à Cassian un petit peu pour qu'il fasse ses missions. Ouais. Puis qui s'inquiète pas trop des personnes qui aiment. Là. Fait que tu vois qu'il y a un peu de tension. Puis Clea, on la découvre tout au long de la série. Et je dirais pas, on va garder ça pour le dernier épisode, mais on va en apprendre plus sur Clea et Luton éventuellement. Dans un épisode bien particulier, en fait. Ouais. Voilà, je vais arrêter là pour mes bonnes impressions. Écoute, les effets spéciaux du vol, du TIE, c'est incroyable. Les paysages, la cinématographie, là, les scènes dans les champs, je sais pas s'ils ont filmé ça, là. Mais écoute, ouais, peut-être. D'ailleurs, si vous regardez les crédits jusqu'à la fin, vous avez les subventions du Québec, les subventions de l'Ontario, puis les subventions de la Colombie-Britannique pour les tournages et les effets spéciaux. Il y a peut-être des choses, en effet, qui ont été tournées au Canada. Donc, c'est possible. Donc, mais en fait, des super paysages. Oui, Coruscant, c'est numérique, certain. Chandrila, il y a dû avoir il y a des belles scènes extérieures, pas juste sur la maison de Mon Mothma, parce que ça se déroule sur le domaine de Mon Mothma, donc un estate. En montagne. Ouais, en montagne. Et il y a des beaux sentiers le long de la montagne, etc. C'est superbe. Je me demande d'ailleurs où est-ce que ça a été filmé. Ils n'ont pas fait ça numérique, je crois. Peut-être. À Rivendell. Rivendell, peut-être. Et oui, je vais vous laisser parler à votre tour. Vas-y, Seb.
Ben écoute, tu étais sur l'architecture chandrilienne, puis faut que je le dise là, tout de suite avant de le perdre. Moi, ça m'a rappelé comme une espèce de mix entre les hobbits puis les elfes dans le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, je voyais même des inspirations, surtout pendant le mariage. Écoute, c'est un mélange elfe japonais, avec la façon qu'il était coiffé, puis tout pendant le mariage, puis les robes très, très c'est vrai. kimono-esque, Ouais. ou des trucs de genre. Et puis écoute, je reprends, mais Mon Mothma, c'est les designs de costumes, c'est wow! En général, là, c'est comme... Toute la production en général, là, au niveau des détails sur les costumes, c'est vraiment incroyable. Ils ont fait un travail de fou, puis que c'est remarquable. C'est le fun de voir justement là, à quel point on peut s'attarder sur les détails. Donc, félicitations à l'équipe des props et puis à l'équipe des costumes. Là, ils ont fait un travail vraiment incroyable. Au niveau du développement linguistique qu'on parlait dans le Star Wars en direct express très rapidement, on découvre la langue chandrilienne pendant le mariage là, entre la fille de Mon Mothma et le fils de Scoldon. Et on a justement Perrin qui va expliquer comment faire une salutation officielle chandrilienne en disant Sagromatima. Puis il dit, mais je vais vous aller plus loin en vous donnant aussi mon avis sur certaines choses. C'est Sagronatima Solom. C'est comme une espèce... D'arabe un peu? Non, ben j'étais pour dire un peu de l'hébreu, mais on dirait qu'il y a comme d'autres choses en dessous de ça. Puis bref, je trouve que c'est un développement linguistique vraiment intéressant, là, super le fun et tout. L'arc du vol du TIE Fighter, je pense que tu l'as bien couvert, effectivement. Là, ça, c'est... j'en veux un. C'est pas un TIE Fighter qu'on connaît, hein? Non, c'est comme un mélange de TIE Fighter, TIE Avenger, TIE Hunter. Je pense que c'est un concept qui avait été abandonné puis qu'ils ont retravaillé. Il y a comme un 2 places. Il a l'air plus qu'un 2 places. 3 places, en fait, parce qu'il y a comme 2 sièges passagers en arrière, plus le pilote. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Continue, Seb. C'est vraiment intéressant de voir justement là, tout ce développement-là. Comme tu disais, Danny, au niveau des impériaux qui s'organisent, là, oh mon Dieu, tous les amoureux de la Deuxième Guerre mondiale qui ont écouté des tonnes et des tonnes de documentaires, vous allez voir comme des retours sur plein de choses. On découvre un emplacement où Krennic va faire une espèce de rendez-vous secret et tout. J'ai envie de dire le nid de l'aigle. Ouais, c'est ça. Sincèrement, là, comme inspiration, là, ça m'a rappelé ça. Là. Tout ça pour aller chercher du calcite, qui est un minéral vraiment particulier sur une planète qui va avoir qui va être le centre de la série au final. Là. C'est vraiment ça. Puis, des détails. Il y a un enfant qui s'amuse avec une marionnette de Chicken Walker en arrière. Oui, c'est vrai, ben oui. De ATST. Ouais. Moi, j'ai vu ça. Même pas noté. C'est bien. Donc, ils ont vraiment fait comme des détails comme ça où tu vois que l'Empire fait de plus en plus partie de la vie quotidienne des gens là, dans la galaxie. Donc, ça fait une grosse différence. Là. Et puis, moi, mon show, on est en spoiler, là, right? Là? Oui. Cyril et Deidre. Yeah! Ils habitent ensemble. Ça aussi, ça a l'air arrangé parce que... Ouais, on n'était pas sûr, là. On voit plus tard, quand elle dit t'as 1 heure, ferme les lumières. Là. Ah oui, c'est ça. Ok, non, là, je suis dans un autre bloc, là. Ouais, dans un autre bloc. mais Deidre qui, excusez-moi pour l'expression québécoise, là, ramasse sa belle-mère en lui disant je vais m'assurer que ton fils t'appelle 2 fois par semaine, etc. Ouais. Puis on va se voir 1 fois par mois, peu importe, puis tout. Mais c'est tellement merveilleux, là, puis merci, c'est... Ouais, puis Cyril, il est comme un enfant, tu sais, après ça, il est couché sur son lit comme... Il est comme pitché entre sa mère et sa blonde, là. Mais aussi, c'est qui porte les pantalons dans le couple, en tout cas. Ah ouais.
Mais je suis vraiment content de voir ça dans ces 3 épisodes-là. Puis le reste, on en parlera plus tard. Ça se développe de façon... Hein? La relation entre les deux. Là. On en parlera plus tard. Exact. Puis aussi, comme la profondeur de l'histoire Star Wars, Luton se trouve à être invité à aller au mariage de la fille de Mon Mothma, mais pas par Mon Mothma, donc ça commence à l'inquiéter. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? C'est comme ça. Puis finalement, on comprend que c'est Skolden qui l'a invité parce qu'il veut faire un cadeau, un peu comme une dot là, à la famille de Mon Mothma, aux enfants, en fait, là, aux nouveaux mariés. Ouais. Et il va leur offrir une statue de Chandy Merle. Il y en avait 12 au départ, puis elles ont été volées par Rakatan. Et il y en a 9 qui sont maintenant de retour. Il y en a 8 qui sont de retour sur Chandrila. Puis ça, c'est la 9e statue là, qui fait que qui est de retour. Ça, c'est des statues Chandrila. Extrêmement anciennes. Exact. Pensez les pharaons, whatever. Ouais, c'est ça. Puis ils ont vraiment une importance, je veux pas dire religieuse, mais une importance culturelle vraiment très importante. Une importance très importante. Mais c'est le fun de voir comme ce détail-là, aller chercher ce détail-là là, dans l'histoire, même si c'est juste une parenthèse. J'ai trouvé que c'était une belle parenthèse. Et tout le long de ces 3 épisodes-là, on se pose quand même la question, mais où est Chanty? C'est ça? Cinta. Où est Cinta? Cinta. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Parce qu'on revoit Vel. On revoit Vel, Vel Sarta. Vel, oui, Vel. Parce qu'elle est au mariage, vu que c'est le mariage de sa cousine. Et puis là, Cinta fait un retour très... bref dans ces 3 épisodes-là. Très bref, oui. Mais aussi très... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Controversé? Non? Non, pas controversé, c'est comme très avec beaucoup d'implications. Ouais. Comme ça que je vais dire ça. Ouais, avec beaucoup d'implications. Puis on la voit juste quelques secondes. Vel la reconnaît, elle la reconnaît Vel. Ils se parlent même pas les deux, là, puis on voit qu'il y a ils ont pas le temps. Il y a un peu de dérangement entre ça. Mais toute l'implication de sa présence dans cet épisode-là fait comme un « Oh, OK. » Donc, ça, qui est de quel côté? Tu te demandes, oups. C'est intéressant. C'est à quoi est-ce que ça va mener, dans le fond? Moi, c'est ça. Ouais. Donc, et toi, JF? voilà. JF. Pour la partie générique. Là. De toutes les histoires de saison 2, c'est, je dirais, la moins intéressante. Pour moi, là, comparativement aux 3 autres. Mais c'est quand même très, très bon. Comme je veux dire, je vais y aller rapidement parce que vous avez pas mal tout dit, mais le vol du TIE Fighter, c'est vraiment le mariage. Moi, ce que j'ai surtout remarqué durant le mariage de la fille de Mon Mothma, c'est qu'elle réalise tous les deals qu'elle a fait pour avoir du financement qui lui a permis, en échange, qui était de donner sa fille en mariage. C'est pas que ça s'écroule, mais elle regrette, ça tombe à l'eau en entour d'elle, puis ouais, là, elle a des regrets à la fin, puis là, après ça, on dirait qu'à ce moment-là, elle est comme too bad. Moi, je bois, je fais le party, je me laisse aller, puis that's it. Mais pour toucher là-dessus, JF, très rapidement, c'est le développement aussi, surtout là, du fait que son meilleur ami d'enfance, à qui elle a demandé de l'aide, lui se retourne, puis dit, écoute, oui, on a fait un deal, mais là, ça marche plus vraiment pour moi, fait que je vais avoir besoin de changer le deal. Ouais. Puis là, c'est tout ça fait que ça s'écroule, tout s'écroule autour d'elle, puis... On va y retourner plus en détail quand on va faire la section. Mais
encore une fois, la cinématographie, vous l'avez mentionné, les différentes planètes qu'on voit, c'est superbe. Les paysages sont vraiment incroyables. Même s'il y en a certains, on le voit que c'est fait en... Ben, pas on le voit, mais on sait que c'est fait en CGI, mais c'est vraiment très bien fait. La production, vraiment au top. La musique, l'écriture, les personnages. Il n'y a pas un personnage qui n'est pas intéressant. Même les personnages qu'on voit 2 minutes, il y a tout le temps comme un petit quelque chose qui apporte à l'histoire au complet. C'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant. C'est que tu n'as pas un personnage qui est là juste pour être là. Il y a tout le temps il amène tout le temps quelque raison, chose. Oui, il y a tout le temps une raison, puis ça l'amène tout le temps ça l'amène quelque chose à l'histoire. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que combien de séries télévisées qu'on regarde, qu'il y a des personnages qui sont là, puis c'est comme, ils sont là juste pour être là, puis ou il y a des caméos, il peut y avoir des... Je l'ai mentionné dans le Star Wars en direct express, mais il n'y a pas de caméo inutile ou quoi que ce soit dans l'histoire, dans cette histoire-là. Donc, non, c'est très bon. Je sais que Seb t'a touché à Deidre et tout. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est Partagaz, c'est ça son nom? Partagaz, le majeur. Là. Tu vois que c'est plus lui le boss. Hein? Tu le vois avec le directeur Krennic qui arrive. Il perd sa place. Puis là, tu sais pas trop. Il suit, là, il fait ce qu'il est demandé. Mais tu vois qu'il n'est pas trop sûr. Puis il essaie d'avoir Mira de son côté. C'est comme si jamais il arrive de quoi, tu vas me backer, quoi que ce soit. Tu parles du directeur d'ASB, là, genre. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est le majeur Partagaz, il me semble. C'est ça que j'ai comme note, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, j'ai perdu mon train de pensée. Ouais, c'est ça. Luton, encore une fois, c'est un personnage. Écoute, c'est vraiment un de mes personnages préférés qui a été créé là, dans les dernières années, Star Wars. Lui puis Cléa, il y a quelque chose, on va le voir, là, je ne vais pas y aller là, dans les autres épisodes, dans le reste de la saison. Il joue vraiment tellement un rôle clé dans tout ce qu'on appelle la séquence de la rébellion, là, si on peut dire. Là, Puis une forte relation entre les deux, même si c'est pas toujours 100% plaisant. C'est vraiment, il y a une relation. Même, tout le monde dit, coudonc, sont-tu père et fille? Ce n'est pas le cas. C'est ça. Non, c'est pas le cas. Tu as parlé de la tension qu'il y avait avec Endor, mais il y a aussi de la tension entre Luthen et Mon Mothma. Mais ils veulent tous arriver au même but. Mais on dirait qu'ils veulent tout contrôler encore en même temps. Même si, c'est ça, je pense qu'il veut tout contrôler, mais là, ça s'en vient trop gros. Là, c'est plus juste une petite cellule rebelle. Là, ça grossit puis ça grossit. Mais écoute, Stellan Skarsgård, c'est un très bon acteur. Tous les acteurs, dans le fond, sont incroyables. Donc, bravo, c'est très, très bon. C'est du très bon Star Wars. Alors, c'est ça pour nos critiques. On va y aller ensuite avec... on va y aller, comme tu disais, par bloc. On va y aller avec les choses qu'on peut parler. Si on y va avec le début, qui est le vol du TIE Fighter, qu'on peut dire. Une des rares séquences de vaisseaux, parce qu'on n'a pas vraiment à d'autres moments, right? Donc, écoute, même Endor se fait des émis, là, parce que ça se passe sur CNR. Donc, ceux dont le nom rappelle quelque chose, c'est là qui une base de développement de TIE Fighter. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir un chat, là, ça a l'air peut-être à la fin du shift ou quelque chose. Il n'y a personne sur la base à part des druides. Puis un superviseur qui s'en va, puis tu as une fille qui est installée là qui est complice. Donc, qui aide vraiment Cassian à se sauver avec le vaisseau. Mais écoute, la séquence, quand il essaie de sortir du hangar, écoutez, qui essaie de... Moi, je pensais pas qu'un TIE Fighter, c'était solide de même. Non, moi non plus. Non seulement que c'était solide de même. Non, c'est ça. Non seulement que c'était solide, mais que il a l'air, comparativement aux autres, hyper difficile à contrôler. Ou c'est peut-être juste lui qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas, là, mais
quand Non, tu non, regardes les contrôles sont différents parce que même dans New Hope, tu vois que les contrôles sont comme ouais, fixés, c'est ça. centrales. Là. Là, lui, celui-là, t'as comme c'est comme une boule, je sais pas trop. Boule d'accélération, là. Une boule d'accélération. Puis un bras de ouais. contrôle Ouais, le bras de bizarre contrôle. là, qui te fait aller. Puis, écoute, C'est comme dans Alien, tu le mets dans le powerlifter, puis... Ça m'a un peu rappelé, voyons, le décollage du vaisseau Alien dans Independence Day. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ça fait penser à Mais ça. écoute, les armes, des canons rotatifs, là, comme what? C'est pas Star Wars ben là, mais écoute, ça marche. Ouais. Puis il y a une espèce de laser... qui se charge pour faire des... genre mini Death Star, là. Ouais. Écoute, il y a un gars qui se fait désintégrer complètement. Là. C'est comme... J'ai tellement ri quand j'ai vu ça. Il y avait un trou dans la porte du hangar, mais il n'y a plus de gars. Puis bien sûr, tu as la poursuite dans le canyon qui était vraiment cool. Ça me rappelait... c'était dans quoi? Independence Day. Ouais, non, il y a ça aussi, mais il y a pas une affaire Star Wars, c'est peut-être un... Ah, c'est peut-être un fan film que j'ai vu, un TIE Fighter qui se promenait dans des... puis qui s'écrasait, ou c'était peut-être dans un des jeux vidéo, une cinématique, là, je me souviens plus trop. Peut-être dans Squadron, peut-être, je sais pas. Ouais, il me semble, ouais. Quelque chose comme ça. Puis c'est dans le noir, puis écoute, c'est le fun. On aime toutes les poursuites. C'est toujours le fun, puis c'est toujours le classique. On tire sa roche dans un tunnel, puis on passe en dessous. Des hommages... à la deuxième Death Star avec le faucon qui sort, ou peu importe le pod race. C'est comme... vraiment... Mais après, l'idée, c'est que il y a un échange, supposons un échange des planètes, puis ça va sur une planète forestière. Puis là, on n'a aucune idée c'est où, là. Puis là, on se rend compte que il y a un groupe de... une guérilla, ou un groupe de rebelles, tu sais, puis je l'ai noté, il s'appelle les Maya quelque chose, là. Ouais, Maya Bay Brigade. Le Maya P Brigade. Ouais. Puis on apprend que c'est du monde qui sont fournis d'armement par la rébellion. Puis là, Endor pas capable de les convaincre, hein. Pas du tout. Puis il se fait mettre prisonnier, bien sûr. Mais là, le problème, c'est que lui, écoute, il dit Endor est capable de voler le pilote, fait que tu vas enseigner notre personne qu'on pense qui connaît comment voler des vaisseaux, mais écoute, c'est tellement compliqué. Puis on voit que la brigade, c'est pas toutes c'est pas toutes des lumières, là. Non, c'est ça, c'est pas toutes des lumières, là. fait que j'ai beaucoup aimé le... T'as comme un stall, t'as comme un petit stall, Danny, là. T'as beaucoup aimé, là. C'est que c'est deux groupes de bullies. Puis tu vois Endor les bras croisés, même s'il est attaché prisonnier. Check la gang d'épais, là, il y a un groupe dans la forêt, puis l'autre groupe dans le taille. Puis ils se garnotent, ils se tirent après, quand ils pourraient s'entendre. Puis Endor, il dit, ben là, faites ça, vous allez pouvoir les avoir. Puis là, il écoute pas Endor, qui sait qu'est-ce qu'il fait, Endor. Oui, by the way, si vous mangez pas, vous allez mourir bientôt. C'est ça. Ils se pensent même pas à se nourrir. Là, ça. Puis finalement, bien sûr, ils s'en vont, puis j'ai tellement ri. Ils disent, on va jouer à... OK, on baisse nos weapons, ils se regroupent, puis ils vont jouer à Roche, Papier, Ciseaux, ou l'équivalent Star Wars. C'est quoi le nom? Je l'ai-tu noté? C'est quoi le nom? C'est pas Drafting Challenge. Ouais, je pense que c'est ça. Non, c'est le Five and Rocky Rules. Ouais. Fait que ça doit être 5, tu fais 5 fois. Mais c'est exactement le Roche, Papier, Ciseaux. Tu penses qu'ils vont... Choisissez votre champion. Fait que là, on dit, ils vont se battre, tu sais, comme... Non, c'est Roche, Papier, Ciseaux. Ah oui, il fait comme des... Oh non, c'est tellement drôle. Mais, tu sais, t'as dit, je peux pas craquer dans la rébellion, il y a du monde d'épée de même. Ben oui, comme... Tu sais, comme... Tu sais... On commence à comprendre pourquoi Luton est aussi important. Parce que si c'était pas des gens comme lui qui géraient ce monde-là, il n'y en aurait pas de rébellion. Non, mais sérieux, c'est vraiment là, c'est comme des ados, là, sérieux. Ah ouais. C'est comme, je sais pas, ça a aucun bon sens que eux autres, c'est une guérilla quand
comme tu disais, ils sont pas capables de s'entendre entre eux autres. Ah, c'est ça. Quand ils ont une mission à faire, ça doit pas être évident. Ils doivent pas s'accorder sur les buts de la mission. Mais bon. Il dit non, c'est moi le boss, quand l'autre est plus là. Non, c'est moi. Il m'a donné confiance pour telle affaire. Hein. Hey, fermez vos gueules, là. C'est comme. On a tous été dans un groupe de personnes à un moment donné, puis on a vu une situation de même, puis c'est comme ah, ben oui. Puis bien sûr, t'es dans la forêt, dans la nuit, c'est sûr qu'il va y avoir une créature, right? fait qu'il y a une espèce de rhinocéros qui arrive, là. On n'a pas de nom, on n'a rien, là. Mais bon, écoute, même, j'ai trouvé ça drôle, il dit, tu sais, je sais pas comment de Joe qui ont resté là. Entre la navette écrasée puis le taille, là. Mais écoute, à un moment donné, il essaie de tourner le TIE Fighter à bras pour tirer du canon. Ils sont 10, puis c'est quoi? Ils bougent de 50 cm par heure, un affaire de même. C'est comme, non. Anyway. Puis bon, évidemment, Cassian va se sauver parce qu'il est smart. Fait que, tu sais. Puis là, on le voit dans l'espace, mais on voit que pendant le mariage, on voit que Luton puis Cleo essaient de parler à Cassian, voir s'il a réussi à le voler, le maudit TIE Fighter. Ils le savent pas, là. Il est envoyé à la mission, puis ils le savent pas. Eux autres sont nerveux parce qu'ils sont pas sur Coruscant, fait qu'ils n'ont pas accès à leur bon système de communication, parce qu'ils sont sur Chandrila pour le mariage. Puis, justement, c'est ça, là, Cassian qui rencontre ses problèmes, ben lui, il se ramasse en silence radio à ne pas pouvoir contacter personne, là. Il finit par réussir. Jusqu'au moment où il s'amuse avec un peu le filage à l'intérieur du TIE Fighter. Ouais. Très réaliste, hein? On tire un fil puis on le fout dans l'autre trou puis ça marche. Là, il part comme en vrille, là. C'est comme, t'es pas électricien, là, touche à rien. C'est pas ton fort. C'est ça. Mais anyway, puis il parle aussi éventuellement, après le mariage, il retourne à la shop de Luton, là. À la galerie de Luton, puis il réussit à y parler. Mais là, lui, Cassian, lui, il dit, je suis pas capable de communiquer avec Bix, qui est sa blonde, là. On le sait clairement, là. Puis il dit, c'est parce qu'on va en parler plus tard, mais ils ont fait une bulle ils ont brisé, pas brisé, ils ont bloqué les communications. Ouais, l'Empire, ouais. L'Empire, c'est ça. Fait que là, bien sûr, Luton, il veut pas dire qu'il se passe quelque chose sur Minara, la planète de prairie, qu'on va parler après, mais aussitôt qu'il sait qu'il y a quelque chose de la merde, Luton, il s'en va sauver sa blonde, avec le TIE. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce, le TIE qui tire des roquettes, ses transports impériaux, puis tout, puis qui va sauver ses amis. Fait que c'est l'arc qui finit comme ça. Il se sauve finalement de la planète. Mais Danny, t'en as parlé tantôt, je sais pas si tu veux mentionner la planète justement sur laquelle il était, la planète de Jeun, qu'on reconnaît quand il se sauve. On l'a dit tantôt, mais c'est Yavin. Fait qu'on on l'apprend juste quand il réussit à partir avec le TIE, puis là on a un plan large, puis F, c'est les pyramides! On voit Yavin là. Oh yes! Puis là, ça finit de même. Right? C'est la fin du 3e épisode. Il me semble. Deuxième. Ça, c'est le deuxième. C'est la fin du deuxième, parce que dans le 3e. Dans le 3e, il va sauver Bix. Ouais. En tout cas, c'était comme wow! Puis ça, en espérant que vous ne nous écoutez pas avant de l'avoir vu, parce qu'on vient de vous faire un beau spoil d'un moment de dévoilement. Parce que tu y penses pas, c'est une bonne façon de cacher. Il est sur quelle planète? C'est juste de la forêt. Il y a de la forêt partout. Là. Ça peut être sur Endor, sur Kashyyyk, whatever. Puis là, quand tu y repasses, t'es comme, OK, fait que les gars de la guérilla, c'est des futurs soldats de la rébellion. Ouais, c'est comme... Bon, c'est pas... Ils étaient-tu déjà installés là? Non. Non, je pense qu'ils sont installés à partir de la 3e histoire. C'est là que tu vois qu'ils commencent leurs installations. Arriver, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Eux autres, ils étaient là comme en transfert un peu. Là. Puis c'est ça, ils sont tombés sur le pilote avec qui... Cassian. Avec qui Cassian était censé récupérer son vaisseau, puis l'autre était censé partir avec son
avec son TIE Fighter pour aller à quelque part, on ne sait pas où. Là. Donc, ça, c'est intéressant. Là. Ouais, puis il disait là-dessus, excuse Seb, je voulais juste dire, Non, il disait que le pilote il était tellement tête dure que ils l'ont tué. Ouais, c'est ça. C'est comme OK. Fait que c'est ça, j'ai pas mal. Cet arc-là, j'ai pas mal couvert. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre pour un des autres arcs de votre choix. Moi, j'ai trouvé que l'épisode 2, avec tout le temps là, sur Yavin, là, ça aurait pu être mis à meilleur escient d'une autre manière. J'ai trouvé que c'était plus de l'étirage de sauce qu'autre chose. C'est vraiment mon avis là, par rapport à cet arc-là de l'histoire. Là. Ouais, c'est vrai. Je trouvais pas que ça menait à quoi que ce soit. T'sais, il aurait pu, comme dans la gang du Myopé Brigade, il aurait pu mettre le gars qu'on voit au début de Rogue One qui se fait tuer par Cassian. Comme ça aurait pu faire un lien intéressant ou quelque chose. Mais non. Fait je sais pas, là, je trouve qu'il y a des moments comme ça dans la série où on a perdu des opportunités. Puis ça, c'en est définitivement un où je trouvais que c'était comme du feeling plus que de l'utilisation. Là. Donc. J'avoue que c'était long un peu. C'est pas mal ça. Comme Jeff, tu disais, il y a tout le temps une raison pourquoi ces gens-là sont là. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vrai. Je pense que, tu sais, comme il y a. Ouais, t'as raison. Il y a peut-être un moment ici qu'il aurait pu trouver une façon courte. Ou bien il dépose le taille, il voit que la personne qui était supposée récupérer s'est fait tuer, puis il repart. Ouais. C'est une affaire aussi simple que ça. Où il voit qu'il s'est fait bouffer par une bébite, un monstre ou une bête. T'sais, on a vu un bout de pied, là, comme. Ça aurait pu. Non, ouais, c'est ça. Ouais, puis... être un endroit dangereux. Ouais, puis il y avait tout le temps quelque chose, tu sais, c'est comme, OK, là, faut qu'il mange. Fait que là, t'es voix qui essayent de trouver de la nourriture. Là, c'est comme, OK. Là, après ça, OK, là, là, c'est le soir, on entend les créatures. Fait que là, ben là, c'est sûr que tu le sais que ça s'en vient. Ils vont se faire attaquer. Puis là, après ça, t'as l'autre séquence où ils essayent de bouger le vaisseau. Là, t'es comme, OK, il y a tout le temps quelque chose. Puis je suis d'accord avec toi, ça vient que c'était comme. C'était long, là. C'est fallait une fois, puis that's it, puis ça finit là, puis on passe à autre chose. Là, ça l'étirait effectivement un peu. Puis je sais que je vais un peu spoiler le reste de la série avec cette information-là, mais je trouve qu'on passe énormément de temps autour de ce vaisseau TIE Fighter-là, puis on ne le revoit plus jamais après. Puis ça, je trouve ça vraiment poche. On entend, il n'y a même pas comme une espèce de petit comme poignardage de Bix qui dirait à Cassian dans une des autres épisodes, là, depuis que tu as crashé le TIE Fighter sur telle planète après telle mission, Luton il est fâché contre toi. Il n'y a même pas quelque chose comme ça. C'est ce TIE Fighter-là qui serait comme incroyable pour faire plein de missions de fous débiles de la rébellion. Ils en font peut-être, mais c'est pas Cassian qui s'en charge. C'est ça, c'est to be continued dans les comic books. Tu vois, moi, ça me donnait l'impression que il a fait plusieurs missions qui volent la technologie de l'Empire. Dans le fond, c'est ça. Ouais. Puis ils l'utilisent eux autres à leur façon après, mais ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je sais pas, je me suis pas arrêté là-dessus parce que pour moi, comme je te disais, je voyais, c'est parce qu'il a fait d'autres missions dans le genre, il vole la technologie de l'Empire. Puis... C'est une continuation de la première saison où justement Luton dit à Cassian comment tu as fait pour mettre la main sur ce Star Path-là de l'Empire. Il dit l'Empire est tellement imbu de lui-même que si tu es habillé comme eux autres puis tu fais juste marcher comme si tu savais où tu t'en allais, il t'arrête pas puis il te laisse passer puis tu passes dans le bar comme si de rien n'était. Puis c'est exactement ça qu'on voit au début là, de la saison dans le premier épisode. Il fait comme si c'était un pilote de test qui est en train de cruiser une des techs de la base, puis ça passe comme dans du beurre. Donc, on voit que vraiment Luton a décidé d'exploiter les talents de Cassian à agir de cette façon-là. Puis on voit que ça marche.
Donc, Seb, tu veux-tu prendre un des blocs particulièrement? Les mariages, les survivants de Ferrix, j'aime bien les survivants de Ferrix, je vais y aller avec ça. Donc, tous nos amis qu'on voit décoller dans le petit vaisseau de Cassian à la fin de la première saison, ben, ils se ramassent sur la planète Minoraur, qui est une planète fermière, dans le fond, là, qui sert de planète pour fournir de la bouffe à tout l'Empire. Et on se ramasse à être autour de... comment tu dis ça en français, le harvest, là? Les récoltes. On est au moment des récoltes. Donc, il y a beaucoup d'habitants de Minoraur qui sont là, les fermiers, qui sont sur le point de faire leur récolte. Et il y a pas mal de gens qui viennent sur la planète aussi juste pour faire les récoltes. Ils sont peut-être pas là de manière purement légale, mais ça fait partie de notre arc d'histoire parce que l'Empire débarque sur Minoraur pour faire un audit de la planète. On s'imagine que c'est pour voir combien il y a de bouffe sur la planète, puis comme, combien de garnisons est-ce qu'on peut nourrir juste avec ça. On voit dans la bande-annonce le vaisseau arriver dans le ciel. D'ailleurs, nos amis de Ferrix sont des mécaniciens un peu. Ils réparent des trucs. Là. Ils appellent les toolies. Donc, c'est eux qui réparent les vaporators ou whatever, les machines. Fait qu'ils se déplacent un peu. Ils se déplacent, c'est ça. Ils font principalement affaire avec un fermier, mais ils se déplacent sur tous les terrains de ce fermier-là. Et ben là, c'est ça, on a Bix qui souffre profondément de syndrome post-traumatique suite à son interrogation sur Ferrix. Et donc, elle vit encore à travers ça là, à ce moment-là de l'histoire. Puis elle a des gros cauchemars, donc c'est de réussir à survivre à ça. Donc, on a Bix, Willman, Brasso et Bimo qui vivent ensemble, et Cassian aussi. Mais Cassian, il fait des missions pour Luton ici et là. Donc là, présentement, Cassian est hors du décor. Et justement, ben là, c'est ça, c'est la vie, dans le fond, avec les paysans, avec les fermiers et tout. On a Willman qui... Ben, il y a une des filles de fermiers qui tombe amoureuse de Willman, puis là, ils développent un peu une relation. Et pour dire qu'est-ce que JF disait, là, dans ce cas-ci, c'est un personnage anodin, l'amoureuse de Willman, mais elle a un rôle ultra important à ce moment-là, parce que plus tard, dans la même séquence, dans le même arc d'histoire, il va arriver quelque chose, ça, qui va mener à autre chose. C'est ça. Donc, c'est intéressant là, de voir comme justement les développements de ce côté-là. Puis là, ben, dans ces épisodes-là, ben, justement, on a l'Empire qui débarque sur Minoraur pour faire un audit et il passe de ferme en ferme. Puis là, ben, il demande les papiers à tout le monde et tout le tralala. Puis comme nos amis de Ferrix sont là de manière illégale, puis qu'ils veulent pas que l'Empire sache qu'ils viennent de Ferrix parce qu'ils veulent pas se faire arrêter pour les événements qui ont eu lieu sur Ferrix, ben, il panique un peu, puis là, ben, il essaye de s'arranger pour pas qu'il y ait de problème et tout ça. Puis on voit que Brasso aussi essaie de garder le contrôle sur tout ça en se disant, ben, quand ils vont arriver à telle ferme, on va aller à telle autre ferme, puis on va les éviter comme assignation à une autre place, ouais. Mais évidemment, le cœur a ses raisons. Et Willman qui va aller dire au revoir à la fille de fermière, ben, il va... comme un imbécile, comme un jeune Roméo, se stationner directement dans la cour avant de la ferme. C'est son scooter, whatever, son speeder. Et les impériaux vont débarquer justement à la porte de la ferme, puis lui est comme « Merde, mon scooter, il est là. » Donc lui, il se cache un peu, là, puis il se fait pas trop remarquer par l'Empire. Mais Brasso... pendant ce temps, apprend qu'il est là à ce moment-là, puis il comprend qu'il y a les impériaux qui vont débarquer. Donc, il part lui-même avec son speeder pour aller le chercher. Puis évidemment, ben là, il débarque, puis il y a plein d'impériaux partout. Pendant que il y a un autre ensemble, il y a deux impériaux, eux, qui vont aller essayer d'aller voir les Toolies, parce qu'il y en a un de ces impériaux-là qui se promenait d'avance, comme qui faisait un peu de il y a un petit faible pour Bix, là.
Puis il a rencontré Bix, puis il a un gros faible pour Bix. Donc là, il va y avoir une grosse altercation entre Bix et celui-là. Ça, je pense pas qu'on a déjà vu ça dans Star Wars. C'est quasi une tentative de viol. Ouais, c'est comme, tu veux-tu souper avec moi? Non, mais tu vas le faire pareil. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, puis c'est pas la première fois dans cette série-là que ça va arriver. Ben, c'est la première fois que ça va arriver, mais c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Puis je trouve que ça touche certaines cordes sensibles dans certains cas. On en reparlera là, dans les épisodes plus loin là, pour le reste. Dans le cas présent, c'est vraiment une question de défense. Puis on va voir justement là, Bix qui va se défendre du... C'est un caporal impérial? Oui, un bas gradé. C'est un bas gradé. Puis il va appeler à l'aide de son sergent. Puis on voit justement là, qu'il finit. Bix a passé beaucoup d'émotions sur lui. Ouais. Mais tu sais, ça c'est une autre chose que j'aime beaucoup de la série en général, mais dans cet épisode-là, c'est qu'ils font pas juste montrer des Stormtroopers, ils font pas juste montrer les hauts gradés, comme on voyait beaucoup plus dans la trilogie originale. Tu vois le bas des officiers, tu vois ceux qui ont le power trip quand ils commencent. Comme, les petits rookies aussi, là, les débutants. Là, ouais. Les débutants, tu sais, hey, je suis dans l'Empire, puis je vais pouvoir montrer ma force, puis l'autorité que j'ai. T'sais. Fait que comme dans tout bon téléroman de milieu de journée, Willman essaie de se sauver de la ferme de sa blonde. Brasso passe comme à côté avec son speeder sans le voir parce que lui, il est en train de retourner là où il y avait les Toolies, mais Brasso s'en va à la ferme. Fait que Brasso se fait arrêter par les impériaux, puis pour pas que le fermier se fasse comme tenir garde, comme quoi il y avait des il supportait des illégaux. Là. C'est ça, il supportait des illégaux. Brasso l'envoie chier de manière phénoménale en disant « Tu nous as trahis, c'est toi, là, tu pouvais même pas te retenir. » Puis tout le kit. Puis on voit qu'il fait ça vraiment de manière à libérer le fermier là, de toute... doute, de tout doute. De tout doute, là, c'est ça. Puis là, ben, Willman, lui, arrive au Winnebago des Toolies. Il voit qu'il y a des impériaux, puis que ça commence à brasser fort, puis que là, il y en a un qui est sur le point de rentrer avec son blaster pour aller tirer sur Bix. Donc, il commence à tirer dessus, s'échange de tirs, puis finalement, c'est Bix qui le tire avec une espèce d'équivalent d'un shotgun. Là. Moi, c'est ça. Ouais. Elle fait comme « Non! » Et puis là, tu tueras pas mon ami. Le TIE Fighter arrive. Ouais. Le Cassian. C'est là que tu as le TIE Fighter qui arrive avec Cassian. Puis Brasso, lui, réussit à s'évader un peu parce que là, il y a du trouble au Winnebago des Toolies, venez nous rejoindre. Fait qu'il essaie de se sauver, il laisse un peu moins de gens. Puis pendant qu'il se sauve, ben là, on a comme on a la shot du trailer avec les Stormtroopers qui visent tout le kit. Puis c'est un peu laissé en suspens. Jusqu'à ce qu'on il y en a un qui prend son temps. Là. C'est ça. Qui prend son temps. Là. Jusqu'à ce qu'on découvre que, oui, effectivement, les Stormtroopers savent tirer. Et voilà. Ouais. Dévoilement, les Storms savent tirer. Les Storms savent tirer et malheureusement, on va perdre le premier personnage des survivants de Ferrix, c'est-à-dire Brasso. Qui va malheureusement mourir là, avec la fin de l'épisode 3. Et les seuls survivants de Ferrix à la fin de l'épisode 3 sont Cassian, qui arrive pour sauver la journée en TIE Fighter prototype. Il est rendu bon à piloter. Il est rendu vraiment bon à le piloter, d'ailleurs. Et donc, c'est là qu'on comprend pourquoi il y avait 2 sièges dans le TIE Fighter. Ouais, et non pas 3. Et juste un petit peu plus tôt dans l'épisode, justement, là, quand ils disent on va essayer de sauver puis tout le kit, il y a Brasso qui parle avec Bimo, puis qui lui dit écoute, Bimo, j'ai donné ta plateforme de recharge à notre amie la fermière. Tu le sais, elle est super chill, elle est super le fun. Tu vas beaucoup t'amuser avec elle. Elle est pas mal moins grognonne que moi en plus. Puis en plus, ben, tu as des amis parce que là, on voit que
sur la ferme, même les droïdes s'amusent entre eux. C'est comme des animaux qui s'amusent Ouais, ensemble. c'est ça, ils se courent après l'un l'autre. Donc, BMO a des amis maintenant sur la ferme. Puis c'est un peu aussi la tristesse de voir que c'est la fin de BMO. Puis que. Puis ça, j'ai trouvé ça dommage. On le voit plus tard, mais brièvement. Ouais, mais j'ai trouvé ça dommage dans le sens que ils réutilisent pas, non, ils réutilisent pas le chip de... Marva? Non, de... J'essaie de voir comment le dire. Là. Pendant que tu réfléchis... Le chip de personnalité de BMO pour le mettre dans K2SO. Ah. La personnalité de K2SO viendrait directement de BMO. Donc ça aurait pu être intéressant. Ouais. Mais écoute, une affaire que je veux mentionner, c'est pour moi visuellement la shot quand Cassian, je pense qu'on la voit un petit peu dans le trailer. La shot de le TIE Fighter arrive en orbite de Minara, puis il voit le Star Destroyer, puis il dive. Super belle shot visuellement. Ah ouais, visuellement 100% CGI, incroyable. Mais quand il rentre justement là, dans l'atmosphère, tout ça, t'es comme... Okay. Ouais, puis une affaire qui est étrange, c'est que le Star Destroyer ne l'a pas détecté du tout. C'est comme... Tu sais, t'aurais pensé que c'était un vaisseau impérial, t'aurais pensé qu'il... Non, c'est correct. Peut-être parce que c'est un prototype. Ouais, c'est ça, il est peut-être trop petit, c'est un prototype, il n'y a pas de... Puis probablement qu'en gossant avec les fils, il a désactivé le localisateur. Ben, vu qu'il volait, il a probablement désactivé le localisateur. Donc, ouais. Excellent. Right, donc on va passer à GF. Oui. Qui est sur le point de repeinturer son déshumidificateur derrière lui de la couleur rouge de BMO. Hey, ben oui, ça. Prochain épisode, il va être rouge. Mais oui, donc j'y vais avec le dernier segment des histoires, donc qui est le mariage de Leida, la fille de On n'a pas parlé de l'Empire aussi. Oui, on n'a pas fait l'Empire. Ah, il y a l'Empire, ok, bon. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais faire le mariage parce que l'Empire... C'est plus bref un peu. Oui, l'Empire, c'est plus bref. Je pense qu'on peut en parler tout ensemble. Donc, le mariage, c'est ça. Donc, l'histoire de Mon Mothma, ça commence sur Chandria. On voit les invités qui arrivent pour le mariage et ils ont des problèmes de stationnement. Hein, les vaisseaux. Ouais, c'est vrai. Tarkin. Il y a des problèmes de plateforme. Il semble avoir beaucoup de problèmes de stationnement dans l'univers de Star Wars. Oui, parce que je me souviens plus c'est quoi le nom, mais je sais qu'il y a un sénateur qui a dit qu'il y a un sénateur qui s'est acheté un nouveau vaisseau, qui a un nouveau vaisseau, puis là, il est comme trop gros, puis il prend trop de place. Tu sais, c'est comme ton oncle là, qui a une grosse Cadillac qui arrive chez vous. Moi, je pensais que j'avais entendu que c'était parké en 2 espaces, tu sais, comme pour... Tarkin, il a pris 2 espaces pour son vaisseau au lieu de juste un. Puis c'est le fun de voir que c'est Tarkin, puis que plus tard, on va réapprendre qu'il est arrivé quelque chose avec un autre vaisseau de Tarkin. Ah, j'ai pas catché ça, là. Là, j'ai pas catché ça, mon nom. Sur Gorman, là. Ah oui, ok. Ouais, mais ça, c'est complètement différent, là. Non, c'est différent, mais... C'est un gros vaisseau, ouais, ok. C'est ça, c'est pas loin d'être pareil. Ouais, ok, dans ce sens-là, il y a un précédent. Exact. Donc, on voit Leida qui comme toute jeune femme, qui est excitée par son mariage. Elle est excitée par son mariage. Comme elle montre sa robe à ses amis et tout. Les dames d'honneur. Ouais, les dames d'honneur. Ils appellent, j'ai vu dans le générique, ils appellent les Peer Maids. Les Peer Maids? Ouais. Intéressant. Puis là, c'est ça. Là, comme je disais, là, les invités arrivent. Puis là, Mon Mothma, elle voit Luthen, et puis elle le voit de loin, là, parce qu'elle marche une méchante shot pour aller le rejoindre. Là. Donc, elle a spoté Luthen, et en se dirigeant vers Luthen, elle voit Tay, et Tay lui dit, ben, tu sais, faut qu'on parle, puis elle est comme, oui, tantôt, je vais trouver 5 minutes, on va se parler. Puis, on voit que ça fait plusieurs fois, on dirait qu'il veut lui parler, puis qu'elle le repousse tout le temps, juste par la conversation qu'ils ont. Juste pour les rappeler, c'est un banquier, un ancien ami qui est banquier, je pense, puis qui l'a aidé à faire une fondation pour mettre de l'argent pour financer la rébellion. De sortir ses fonds plus facilement pour financer la rébellion. Ouais. Donc, elle trouve Luthen, puis elle dit « Luthen, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il est là « je peux pas le dire, c'est un secret. » Puis, il arrive, puis il rencontre... j'ai perdu son nom.
pas Cloris. Comment il s'appelle? Le gars que c'est son fils qui marie Leda? Skolden, merci. Cloris, j'ai pris ça où, Cloris? Non, mais il y a un personnage qui s'appelle... OK. Donc, toujours. Donc, c'est ça. Donc, Mon Mothma, c'est pas ce que Luton a fait. C'est juste, elle est très surprise que c'est Skolden qui l'a invité. Ensuite, il y a Cléa qui voit Luton puis qui dit ben, écoute, je suis pas capable de. On n'est pas capable de communiquer avec Endor. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc, il y a les différentes préparations. On voit aussi que. Comment il s'appelle? Il s'appelle Perrin, le mari. Oui, son mari. Pense qu'elle a une relation avec Tay. Hein? Parce qu'il dit à un moment donné, ton amoureux, il n'est pas là ou quelque chose comme ça. Là. Je ne sais plus exactement comment qu'elle dit. Donc, c'est ça. Donc, il y a les préparations de la cérémonie. Lui, il prépare son speech. Et là, on apprend que il fait son comment je peux dire ça? Il fait son toast, on peut dire. Il fait un toast. C'est comme le souper avant là, le mariage. C'est le souper avant le mariage. Oui, une espèce de speech. Ouais, c'est ça. Père. Ben, les mariages chandriliens, en fait, c'est précédé par 3 jours de célébrations incroyables et de beuveries et de fêtes et tout. Et d'une excursion en montagne. Oui, c'est ça que j'avais mentionné. Donc, il y a une excursion en montagne qui les amène à un endroit où c'est supposé amener la paix, c'est supposé purification. La purification, c'est ça exactement. Donc, c'est très, ça a très une inspiration très bouddhiste, j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Ensuite, attendez, je fais juste mes notes. Moi, je vais poser une question. Luton n'arrête pas de dire à Mon Mothma Find me a number. C'est quoi le chiffre? OK. Ben, en fait, c'est que Tay, quand il parle avec Mon Mothma, finalement, il lui dit toutes les attaques rebelles qui ont eu lieu depuis qu'on a commencé la fondation, ça l'a affecté mes finances personnelles, mes investissements ça coûte de l'argent, personnels. c'est ça. Donc, moi, je perds de l'argent puis je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'aimerais ça qu'on parle pour que j'aie une certaine rétribution par rapport à ça. Et Mon Mothma fait comme oui, effectivement, tu n'as pas tort, je suis désolé, je ne savais pas que je te mettais dans cette position-là. Donc, on va s'en reparler. Viens me voir la semaine prochaine sur Coruscant, puis on va trouver un chiffre. Puis on va faire ça, que ça soit correct pour toi. Donc, Luton, lui, ce qu'il voit de loin, c'est Tay qui se promène un peu sous, puis qui parle avec des impériaux. Puis Luton est vraiment comme extra. Il est super anxieux, il est super. Genre, il est en train de parler aux impériaux puis tout. Oui, parce qu'il disait qu'il s'est rapproché avec un des officiers impériaux. Ouais. Là, c'est comme pas un ami ou un contact, mais même il disait sur Coruscant avec qu'il le rencontre et tout. Donc, Luton est super suspect, puis il est vraiment comme ah non, je l'aime pas, ton ami, puis ton ami, c'est un profiteur. Non, c'est pas un profiteur, mais c'est un fil lousse là, dans le plan. Puis il faut qu'on élimine ça. Puis là, Mon Mothma est comme non, calme tes nerfs, on va trouver un chiffre. Je vais rencontrer la semaine prochaine. Ouais. C'est ça, je vais y parler la semaine prochaine, puis on va trouver un chiffre. Donc, le chiffre, dans le fond, c'est le montant qu'ils vont reverser à Tay pour le compenser de tout l'argent qu'il a perdu dans ses investissements banquiers à cause des attaques rebelles. Mais l'affaire, excuse-moi, je vais juste dire, l'affaire, par exemple, qui agace Luton, c'est Tay ne mentionne pas de montant. Il dit à Mon Mothma, je perds de l'argent, tout. Puis, j'espère que je vais être compensé. Mais, il ne donne jamais, j'ai besoin de 5 millions ou je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui agace Luton, c'est que le gars, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas rien. Là, c'est comme... mais de la manière que Tay le dit, il dit pas, justement, il dit pas, j'ai perdu 100 000 crédits, puis j'ai besoin que tu me redonnes ces 100 000 crédits-là parce que j'ai des dettes qu'il faut que je rembourse ou quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est parce que Tay est conscient que
pour conserver sa bonne relation avec Mon Mothma, il ne va pas juste lui demander comme ça à froid. Donc, c'est pour ça qu'il veut s'asseoir avec elle, puis vraiment prendre le temps de lui parler, puis tout le kit. Mais là, on tombe dans 3 jours de beuverie incroyable, au point où est-ce que lui il est tellement sous qu'il faut qu'il soit raccompagné chez lui. Donc, il en est malade, là, puis il faut qu'il soit raccompagné chez lui. Donc, ce qu'on voit de tout cet arc-là, JF, si tu me donnes la permission, c'est que justement, dans le 3e épisode, ça se termine avec Cinta qui est la pilote remplaçante. La chauffeuse. La chauffeur de thé. Puis elle part avec. Puis ça finit comme ça. Puis tout ce qu'on peut se dire, c'est que Cinta s'est occupée du problème que T pouvait devenir. Oui, parce qu'on sait que Cinta travaille encore. Elle dit, ou je pense que c'est Vel qui le mentionne, que Cinta, tu sais, Luthen, il la garde à part, il l'utilise séparément. Parce que Vel ne l'a pas revu, puis elle demande aussi à Cléa, puis là, Cléa dit oui, elle sert à d'autres choses présentement, puis tout ça, elle est occupée. Donc, puis là, de voir que justement, au bout de ces 3 jours-là, c'est elle qui va s'occuper du problème qui est devenu T. Enfin. Tu vois, si je peux ajouter, tu sais, moi, je trouvais le fait qu'il ne voulait pas mentionner de montant, je comprends là, que c'est le mariage, peut-être qu'il voulait attendre, mais le fait qu'il ne mentionne rien, c'est comme s'il voulait renégocier ou je sais pas trop. Puis, tu sais, même en même temps, il est comme, tu sais, il est tellement, je perds. Puis là, comme tu disais, tu sais, il a bu, hein, il est un peu gordo. Puis là, il parle aux officiers impériaux, puis tout ça. Il parle à d'autres sénateurs. Fait que, tu sais, il est lousse, là, il a la langue lousse. Puis. C'est ça. Vous voulez mon silence? Ouais, c'est ça. Vous voulez mon silence, payez-moi. Ça fait exactement ça. Exactement. White Lotus saison 3. Fait que c'est pour ça que. Non. Fait que c'est pour ça que, tu sais, Luthen, il est comme. Non, lui, c'est un problème, là, il faut le régler. Puis, tu sais, Mon Mothma est comme. Tu le vois, parce que c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'elle est jeune et tout, là. Puis elle lui fait confiance. Puis tu vois que T aussi, il y a un respect envers elle. Puis il va pas la trahir. Tu sais, on le voit, là, que profondément, il veut pas la trahir. Donc, c'est. Moi, je trouve que c'est un peu dommage comme résolution. Puis, en même temps, on le sait pas ce qui arrive à T. On le revoit plus. On le revoit plus. Mais un peu plus tard, je le mentionne là parce qu'on va être perdu quand on va entendre cette histoire-là, puis on ne fait pas nécessairement le lien entre les deux. Cinta parle avec Vel, puis elle dit qu'elle avait une mission, puis elle s'est trop rapprochée de sa victime, puis ça l'a comme ruiné la mission d'une certaine manière, puis ça l'a créé du trouble. Fait que moi, la question que je me pose, c'est mais elle a vu une blessure aussi, right? Est-ce que une blessure psychologique ou Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Cinta est comme tombée amoureuse de T, puis elle a commencé une relation avec lui pendant un certain temps, jusqu'à ce que Luthen fasse comme tu me coupes ça là. Fait que ça se peut que ça soit un développement comme ça aussi là. Donc, peut-être qu'il était chauffeur depuis un bout de temps. Déjà. Non, elle dit qu'elle remplace quelqu'un. Oui, il mentionne que son chauffeur il était malade, je ne sais pas trop quoi. Donc, mais tu sais, fait que moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un lien avec cette histoire-là. Est-ce que c'est ça? Les bandes dessinées nous le diront peut-être, les livres nous le diront peut-être. Moi, j'ai pas pensé la même chose, mais je ne vais pas élaborer là-dessus, parce que ça, c'est l'autre histoire. Là. C'est une autre histoire pour les épisodes. On pourra en reparler 4, 5, 6. À ce moment-là. OK, donc, il y a le mariage. Il y a... il y a un petit conflit entre Mon Mothma et sa fille. Tu sais, sa fille, elle trouve que son futur mari, c'est un petit kid là, qui... Il veut pas me tenir la main! Ouais, puis Mon Mothma aussi, tu vois qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Elle regrette le fait qu'elle, dans la négociation, dans l'échange qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné sa fille en mariage. Parce qu'elle lui dit, quand elle y parle ça, elle dit, écoute, si tu veux changer d'idée, là, t'as le droit. Là. On arrête ça là. On arrête ça là, c'est ça, exactement. Donc, puis là, sa fille est comme, non, tu sais, comme scandalée, là, comme tu veux pas, tu sais, je vois pas, si c'est supposé être le plus beau jour de ma vie, là, tu vas pas, on va pas arrêter ça. Ouais, tu vas pas ruiner ça comme ça.
Et c'est à ce moment-là que Mon Mothma, elle réalise, je pense, toutes les décisions qu'elle a prises dans cette affaire, je pense qu'elle réalise l'ampleur, de tout ce qu'elle fait, tout l'argent qu'elle devait trouver pour le financement. Puis je pense que Luthen, il y a comme un froid entre elle puis Luthen aussi. Donc, elle, je sais pas, c'est à ce moment-là, on dirait qu'elle n'a pas... Elle se sent tout seul, right? Elle se sent tout seul, puis c'est comme si elle ne connaît pas l'ampleur de tout ce qui se passe en arrière-plan. Tout ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui est en train d'être développé du côté de la rébellion. Puis, une chose que j'ai trouvé, on le mentionne, j'ai trouvé ça étrange que Bail Organa n'était pas au mariage. Parce qu'on voit des sénateurs, d'autres sénateurs. Puis Bail Organa, on le voit plus tard dans la saison. Donc, c'est... Ils sont peut-être pas aussi amis, ils sont plus collègues qu'amis, même si, comme dans ils gardent une distance, justement. Ouais, ouais peut-être, ouais. Avez-vous commencé à lire le Reign of the Empire, la série? Pas encore, non. Tu vois que les relations entre les deux, c'est plus professionnel qu'autre chose. C'est plus professionnel qu'autre chose. Donc, tu vois, parce que moi, c'est parce que moi j'ai encore en tête les scènes coupées de l'épisode 3, oui, ça ne sert plus à rien, là. Le groupe des 1000, ou quelque chose comme ça. Mais qui étaient très proches l'un de l'autre, mais comme tu dis, en tout cas, ça, c'est plus canon. Donc, c'est à moi de... Mais en tout cas, tout ça pour dire que le mariage se termine avec c'est le gros party, la grosse musique disco. Puis Shooter! Ouais, c'est ça. Avec ses shooters. Ouais, si Shooter, elle se laisse lousse, tu sais, là. Puis c'est drôle parce que en faisant ça, en se lâchant lousse carrément, tu vois comme Perrin, il la regarde puis il fait comme ah! Hey, elle en a encore en dedans. Ouais, c'est ça. Cette femme-là? Tu vois que ça réveille quelque chose en lui. Là, mais c'est après le mariage aussi. Ouais. En plus de regretter tout ce que tu as dit, JF, là, comme tous les côtés finances, le côté rébellion, la pression. Est-ce que je suis en sécurité? Parce que comme mon ami me dit, check tes arrières, Luthen, check tes arrières. Parce que ça commence à brasser. Puis là, pendant le mariage, ça va bien, mais c'est ultra cérémonial. Sa fille l'a envoyé promener, carrément. Ouais. Puis là, elle est rendue, là, c'est après le mariage, puis là, c'est plus les jeunes qui s'en vont sur le plancher de danse, puis qui commencent à danser, puis elle dit « Ah ouais donc! » Puis elle commence, puis elle danse avec tout le monde, tu sais, comme, puis elle essaie d'oublier tout, en fait. Si elle a mourir, elle va mourir saoule, peu importe. Je pense que c'est le dicton, tu sais, « Party like there's no tomorrow ». Ouais, c'est ça. Si je vis pas pour voir le lendemain, je vais faire je vais danser pour mon cœur. C'est comme un droïde boule disco. Hein. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, comment il s'appelle son assistant? Erskine? Son assistant à Mon Mothma qui éventuellement travaille pour... tu vois, même lui, tu sais, il veut tout faire pour la protéger. Il travaille pas encore... Ben là, excusez, je spoil un peu ce qui arrive plus tard, là, mais il va éventuellement travailler pour Luthen. Mais... tu sais, à ce moment-là, il ne travaille pas encore pour Luthen, mais il veut protéger Mon Mothma. Fait que dans le fond, c'est comme aussi elle ne sait plus à qui elle doit faire confiance. Elle ne sait plus à son mari, oublie ça. Luthen, là, avec tout ce qui arrive, lui, elle pense que Luthen, moi, je l'ai vu comme, elle pense qu'il, vu qu'il il a amené la statue puis tout ça comme cadeau. Fait que elle pense qu'il est du côté de Skolden. De Skolden, ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je sais pas, c'est ça. C'est comme si à la fin, là, elle ne sait plus à qui faire confiance. Elle est perdue. Elle est un peu perdue, tu sais. C'est ça. C'est le même que l'histoire se termine pour. Mais déjà à ce moment-là, on voit une séparation entre la rébellion en croissance, la rébellion qu'on connaît de Rogue One et Luthen. On voit le début de séparation. Luthen qui est le fondateur, là, disons-le, puis la rébellion, on voit déjà comme une tension. Luthen, il fait encore ses affaires, il reste sur Coruscant. C'est le gars qui pense que c'est encore lui comme l'encre. Tu sais, comme le fer de lance, c'est à partir de lui que tout commence, puis c'est son but dans la vie de faire ça, là, jusqu'à temps qu'il meure, tu sais. Puis c'est là qu'il commence à avoir une séparation entre le reste de la rébellion qu'on connaît. Puis ça veut dire quelque chose? Je pense que
la deuxième raison pour laquelle Luton était content d'aller au mariage, puis qu'il a probablement joué ses cartes avec Scotland pour ça, c'est parce que tu vois qu'il ramasse de l'information. Donc, il va parler avec des impériaux autour de lui. Puis là, les impériaux disent comme « Ah oui, on a déménagé la garnison, on déménage la semaine prochaine la garnison de telle planète. » Puis là, il fait « Ah oui, ah mais vous allez où? » Puis là, tu sais, il fait vraiment comme s'il était intéressé, mais tu sais, pas comme I'm fishing for information. Là, c'est vraiment comme ah ouais, mais tu vas déplacer ça où quand même? Parce que c'est beaucoup de monde, une garnison. Tu sais. Puis là, l'impérial, il lui dit tout. Ah ouais, écoute, avec l'alcool qu'il y a là c'est un open bar. Là. Fait que c'est une des fois où est-ce que tu le vois justement là, faire ça. Puis l'autre fois, c'est justement avec l'assistant de Mon Mothma. Puis il parle avec, puis il fait originellement, je pense que c'est ma mère et de Naboo, tout ça. Puis là, il dit je suis à moitié Naboo, à moitié Chandrilien. Donc, c'est là qu'il explique un peu comme son histoire. Puis c'est là que tu vois que c'est comme ça qu'il vient qu'à travailler pour Luton plus tard. Là. Mais moi, c'est ça que j'ai perçu vraiment. Là. Tu le vois que Luton il est là, puis il ramasse de l'information. Là. Appel, let's go! Avez-vous remarqué la petite similitude avec les jeunes Jedi qui passent de Padawan à Chevalier? Dans le mariage, les filles ont des tresses, des petites tresses. Ouais. Puis là, écoute, il arrivait avec le couteau pendant la cérémonie. J'ai dit, faut-tu qu'il se coupe la main puis qu'il se fasse de quoi avec du sang? Non, c'est juste sac de sang, c'est ça? C'est juste couper les tresses des jeunes filles. Donc, il y a un petit similaire entre couper la tresse des Padawan une fois que tu as gradué, disons. Ouais. Il y a quelque chose par rapport avec les cheveux dans l'univers Star Wars. Ouais, ça a bien l'air. C'est un fétiche. Donc, il reste seulement un élément à discuter dans l'histoire, c'est l'Empire. Donc, l'Empire qui... c'est à ce moment-là qu'on revoit le directeur Krennic qui recrute deux membres de l'ISB, donc Ghidra et le major Partagaz. Partagaz, c'est ça exactement. Il se rend compte, je ne sais pas, la planète, je ne sais pas si elle est nommée. C'est la vallée de Gloman. C'est ça, ils disent The Maltine Divide. Puis la vallée de Gloman. OK. Je ne sais pas c'est qui a fait, je pense que c'est toi, Seb, qui a fait allusion au Eagle's Nest. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment... vraiment ouais, c'est ça. C'est assez flagrant, même. Et c'est à ce moment-là, durant cette rencontre, le directeur Krennic leur dit qu'il doit prendre les minéraux qui sont sur la planète Gorman, les minéraux qui vont être utilisés pour une nouvelle arme. Quelque chose. Ouais, mais il dit que c'est pour... il mentionne que c'est pour une arme, c'est juste qu'il ne mentionne pas c'est quoi. Ouais, non, mais il dit que c'est pour stabiliser un nouveau projet d'énergie de l'Empire. Ah ouais, c'est ça, là, ils disent que c'est ça, le projet d'énergie. Ouais. Et dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il veut que quelqu'un arrive avec une idée de comment qu'on prend les minéraux de Gorman. En fait, c'est que ce qu'ils expliquent, pour le souligner, là, c'est qu'ils ont besoin de tous les minéraux qui se retrouvent sur cette planète-là. Et malheureusement, la quantité qu'ils ont besoin fait que la planète ne sera plus... elle va être instable. Elle va être instable. Donc, il ne pourra plus y avoir d'habitants sur cette planète-là. Et le problème, c'est que cette planète-là, on peut la nommer, là, je pense que c'est pas un problème. C'est Gorman. Gorman, elle est reconnue pour être la planète qui fait le plus beau fil de soie d'araignée. Donc, il y a comme des créatures... Oui, une petite bande, un petit commercial ou un petit documentaire commercial sur... venez sur Gorman, puis là, on voit les araignées qui tissent, puis tout ça, puis c'est comme... encore une fois, on disait Gorman avec la culture française, je veux dire, écoute, t'as la mode, t'as les designers qui vont là, c'est l'Italie, puis tout ça, fait que c'est comme, ils servent de ces araignées-là, puis écoute, dans les grottes, si tu vas plus profond, t'as la calcite, là. Ils vont dire la calcite en français, j'imagine. C'est du calcite. Calcite. Ils disent, ouais. C'est pas du calcite, ils disent calcite. Qui, dans le fond, on apprend qu'il est utilisé pour le réacteur de la Death Star. Donc, c'est le minéraux qui est utilisé pour le réacteur. Donc, c'est ça. Lui, comme tu disais, c'est trouver comment
on peut extraire. Ils veulent pas relocaliser le peuple Gorman. Puis là, on apprend que Gorman, il y a eu aussi quelques révoltes dans le passé. Hein. Il y a eu un massacre, le massacre de... Le massacre de Tarkin. OK. Tarkin, je suis en train de mélanger avec un autre, mais non, c'est ça. Le massacre de Tarkin. Comme Seb disait, il s'était stationné, il voulait stationner dans la grande place, puis il y avait plein de gens qui se sont placés là pour l'empêcher d'atterrir. Il a juste atterri sur plein de gens, puis il y a eu 500 morts, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Puis on va avoir les détails là, un peu plus loin dans la série du Tarkin Massacre. Ouais, mais c'est drôle, hein, parce que, ouais, c'est beau, je ne vais pas y toucher. On a raison, on va garder ça pour quand on arrive là. Donc, il demande à toutes les personnes qui sont présentes quelles idées, puis honnêtement, il y a des idées, là, t'es comme... Man, t'es un haut gradé de l'Empire, toi, là. Il parle avec, je vais dire, les Property Brothers, là. Ouais, c'est ça. Deux spécialistes en marketing, puis là, ils disent... En propagande, right. Puis là, ils ont tous leurs petits panneaux, puis ils expliquent, tu sais, comme à tout le monde. Voici pour la présentation. C'est ça, pour faire que la population de Gorman s'en aille, tu sais. Il allait avec la propagande pour les transformer un peu. Ouais, comme ils ont fait dans le passé. Ils présentent qu'ils ont fait ça dans le passé. Vous avez entendu parler de ça? Ben, c'était nous autres. Vous avez entendu parler de ça? Ben, c'était nous autres. Puis là, on veut faire ça. Puis là, écoute, tu vois, Krennic est là. OK, c'est beau, là. Non, ouais, comme... Mais qu'est-ce que tu n'as pas mentionné, Jeff, que je trouvais intéressant, c'est Krennic, il dit, si vous êtes ici, c'est vous avez été choisi. Si votre supérieur n'est pas là, votre supérieur n'est pas là, c'est parce qu'il n'a pas été choisi. Il va être, s'il a à être informé, c'est l'empereur direct qui va l'informer, qui vont les informer. Tu sais. Fait que tu vois déjà en partant que c'est c'est pas tout petit. Là. Ils ont choisi du monde vraiment particulier. Oui, on focus sur Deidre puis son boss. Là. Mais on voit vraiment après Krennic qui parle avec Deidre parce qu'il l'a choisi probablement à cause de qu'est-ce qui est arrivé sur Ferrix puis tout ça. Pendant une pause. C'est ça. C'est ça, pendant le break, ben, il parle, dis-toi, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est ça. C'est quoi ton idée? T'as vécu une affaire comme ça à Ferrix? Là? Qu'est-ce que tu ferais? Puis c'est là qu'elle explique comment dire. Il dit aussi qu'elle est là à cause de ce qui est arrivé à Ferrix. C'est ça. Elle a été choisie à cause de ça. Fait que c'est ça. Tout simplement, elle dit la meilleure façon de faire ça, c'est de forcer une rébellion. Trouver une façon de forcer une rébellion. Puis ils vont attaquer l'Empire. Que nous, on est là pour... c'était quoi qu'ils construisaient un bâtiment administratif, qu'ils disaient. Ouais. Puis commencer à mettre des doutes dans les gens là-bas. Puis qu'il y a une rébellion il dit faire exprès pour que l'Empire se fasse attaquer. Puis qu'il y ait du terrorisme. Puis tout. Puis là, on va avoir... une bonne raison d'avoir le contrôle martial de la place. Comme. Et là, fait qu'est-ce qu'on veut. On va prendre le contrôle en implantant des gens dans la place. Et puis, bien sûr, c'est là qu'on va voir que Cyril va être un pion dans ce cas-ci. Qui se servent de lui comme espion ou agent double pour infiltrer les rebelles de Gorman. Les petites cellules de rebelles qu'il y a déjà. Le Gorman Front, que ça s'appelle. Le Front de libération de Gorman. Ouais, c'est ça. En français. Puis il va à des rencontres secrètes. Puis tout. Puis lui, il sait pas. C'est ça le pire. Il sait pas c'est quoi le vrai but. Là. Lui, il pense qu'il sait pas c'est quoi le vrai but, mais il sait qu'il faut qu'il rentre dans une cellule rebelle. Qu'il ramasse l'information de ce front de libération-là. Il sait pas la vraie raison que c'est pour faire du minage puis de détruire la planète. Ça, il sait pas. Là. Puis Deidre, elle dit pas, là, elle garde le secret pareil. Là. Fait que ça, elle fait juste lui dire c'est une promotion. Puis c'est ça. On va pouvoir vivre ensemble après. Oui. Parce qu'on voit que c'est ça, on voit justement là, que Cyril et Deidre, ils habitent ensemble sur Coruscant. Et que même Cyril a quand même eu des promotions là, au sein de là où il travaillait. Là.
Et, oui, il est rendu au bureau des standards. Ouais, c'est ça. Il était déjà au bureau des standards, mais là, il est rendu comme un manager. Ouais. Puis là, justement, ça c'est comme dans le premier épisode, on voit que Deidre revient là, de la réunion secrète. Et puis, elle veut pas prendre ce case-là, right? Elle veut pas le prendre, puis là, c'est son boss. C'est ça, c'est Partagaz qui lui dit. Partagaz, il dit t'es dedans, là, puis t'as été choisi. There's no turning back, là, on retourne pas de bord. Là. Félicitations, t'as été choisi. Fais-le, prends ça comme une promotion, puis. Parce qu'il dit tu vas avoir une promotion au bout de ça. C'est ce qu'il dit. Au bout de ça, tu vas être récompensé. En tout cas, on va finir par avoir des belles vacances. Oui, oui. Juste le bord de l'eau, là. Exact. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ils habitent ensemble et tout. Puis là, Deidre revient. Puis là, Cyril, il fait comme... Si tu veux, on peut continuer à dire que tu n'es pas revenu, puis on peut repousser ça encore plus loin. Puis là, de quoi qu'il parle? De quoi qu'il parle, c'est ça? Là, c'est comme, non, là, faut qu'on le fasse, let's go, on le fait. Puis là, c'est comme, ok, bon, ben, demain soir. Là, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois qu'ils sont un couple, là, tu sais, comme, c'est ça. Ils sont tous habillés comme en revenant de travail. Il y a juste un peu comme un couple normal, là. Ouais. Puis, mais tu sais, comme pas amour, là. Non, c'est ça. Ça reste quand même... très, très, très straight. Puis c'est drôle justement de voir cette relation-là. Puis là, ce qu'on finit par comprendre, puis pour tous ceux qui sont en couple ou qui ont déjà été en couple, on finit par comprendre que c'est la rencontre avec la belle-mère qui n'arrête pas d'être repoussée. Et puis c'est vers ça qu'on s'en va là, sur Coruscant. Et raconte-moi ça, ce souper... fondu coruscantienne. Je sais pas trop comment dire ça. Ben oui, c'est ça. C'était une fondue. Il mange la fondue. Fondue au fromage. Une genre de fondue raclette. Là. Ouais, c'est ça. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Ben, finalement, il y a le fameux souper qui arrive où Deidre rencontre finalement la mère de Cyril. Et puis sa mère, excuse. Sa mère est comme tellement détestable. Mais détestable. Tu sais, comme enfin, on va se rencontrer, puis elle a le même tempérament que dans la saison 1, comme toujours. Donc, comment dire, elle descend son fils, tu sais, comme elle... Elle est tout le temps condescendante envers condescendante, c'est ça, je cherchais. Puis, elle n'arrête pas de l'écraser, puis tout ça. Puis même, quand elle mange la fameuse fondue, elle va comme tremper... sa crevette, on va dire. Puis là, elle sort la crevette de la fondue, elle met de la sauce partout sur la table. Ça coule partout. Elle met ça dans son assiette. Puis là, c'est comme... Elle commence à manger, blablabla. Puis là, Cyril est comme, maman, fais attention, là, tu mets de la sauce partout. Puis Deidre fait comme, non, c'est correct. Là, c'est comme, ça vient au bout où un moment donné, comme sa mère, elle pousse tellement sur Cyril que Cyril, il est plus capable. Il dit, excusez-moi 5 minutes. Là, il s'en va dans la chambre. Puis là, c'est ça que JF disait. Quasiment pleurer sur lui. Un petit bonhomme. Il est comme, plus capable. Puis c'est là que Deidre, pendant qu'ils sont en train de manger le dessert, sa mère est comme, elle poke le dessert. Elle stab son gâteau pour tout mélanger. Puis là, après ça, elle mange ça. Puis là, Deidre, elle est là comme avec son couteau, c'est comme toute plein de classe. Là, moi, je sais comment manger, on m'a bien éduqué. Fait que là, quand Cyril s'en va, ben là, Deidre, elle regarde sa belle-mère, puis elle fait comme, OK, là, ça arrête là. Je vais m'assurer qu'il va t'appeler 2 fois par mois. On va se visiter. On va avoir un droit de visite au moins 1 fois par mois, il n'y a pas de problème. Mais tu vas arrêter de le faire chier et de le pousser ou quoi que ce soit. C'est moi qui s'en occupe maintenant, puis il n'y en aura pas de problème. Là, c'est comme... Sa mère est comme toute remise à sa place. Là. Des questions? Ouais, c'est ça, c'est vraiment drôle là, parce que ça finit comme ça, là, qu'elle se fait comme donner une taloche émotionnelle vers Deidre. Puis tu vois comme, ok, ben on comprend que c'est Deidre qui porte les pantalons dans le couple. Là. Ouais. Puis tu sais, ils se sont rencontrés, lui et sa mère, chez sa mère, un petit peu, puis il a donné une petite araignée, puis tout ça. Puis c'est là qu'elle dit, pourquoi tu vas là? C'est comme une démotion, t'étais à Coruscant, pourquoi tu t'en vas là? Puis tout ça, c'est comme... Pas rapport, encore condescendante, comme d'habitude, tu sais, comme, ça arrête pas, puis là, Cyril, Colin, il était en train de manger des céréales, c'était-tu comme une référence à... Je pense qu'il mangeait un bol de céréales quand il était chez sa mère, comme en référence à la saison 1, là, tu sais. Enfin. Ouais.
Donc, ben, c'est ça. C'est les 4 histoires qu'on a dans les 3 premiers épisodes. Je pense qu'on a vraiment passé à travers tout. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Je regarde dans mes notes, là. Hein. Non, ça a l'air bon, là. Et ça, c'est le début, hein, parce que là, après ça, les épisodes 4, 5, 6, ça se déroule 1 an plus tard, mais là, on voit à quel point que ce qui a été les semences qui ont été fait, ce qui a été planté, justement, dans cette histoire-là, comment que ça commence à se produire, comment ça se poursuit dans le prochain arc d'histoire. Là, si on peut dire. Comment leur plan commence à être mis en place, le plan de l'Empire comment être mis en place et commence à être exécuté. Comment c'est intelligent comme plan, en fait. Mm-hmm. Alors, ben, écoutez, c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas sur YouTube de vous abonner, la cloche, le pouce, partager nos épisodes. Et on va se retrouver la semaine suivante pour les épisodes 4, 5, 6 qui vont être faits par notre équipe européenne, notre équipe de la France. Et nous, ben, on va se retrouver pour les épisodes 7, 8, 9 qui vont être dans 2 semaines. Alors, de la part de Sébastien, Danny et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.